Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. Des projets d'acquisition de scanners pour les CHU, une mesure relative aux primes ou aux revalorisations salariales de manière plus globale à l'issue de la refonte du statut général de la fonction publique. Telles sont entre autres décisions prises hier à l'issue de la session spéciale du Conseil national du dialogue social. L'Afghanistan a un nouveau gouvernement depuis hier. Les talibans avaient promis un gouvernement inclusif, mais c'est loin d'être le cas. Aucune femme et aucune minorité religieuse ou ethnique ne fait partie de l'équipe. Et puis Spa Football, la fédération togolaise de Rose Shoes soutient la lutte contre le coronavirus et le dopage. Un atelier de sensibilisation est prévu dans ce sens le 17 septembre prochain, occasion également de découvrir ce sport. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Deux audiences hier à la primature. La chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega-Dogbe, a d'abord reçu le nouvel ambassadeur du Nigeria au Togo. Le partenariat entre le Nigeria et le Togo était au centre des discussions. À Deboyale, à Dessina, au sortir de l'audience. C'est pour discuter avec Madame la Première ministre concernant le partenariat entre le Nigeria et le Togo et parler de sa mission ici. Le Togo est un pays très ambitieux. Développer ce partenariat et surtout puisque les deux pays sont toujours membres de la CEDEAO, ils ont fondé presque la CEDEAO ensemble. Ils ont discuté beaucoup sur les atouts. Nous avons parlé plus de l'agriculture, développer l'agriculture modernisée, l'économie. Nous avons besoin de relever ce partenariat-là, surtout la relation qui existe entre le Togo et le Nigeria. Madame Victoire Tomega-Dogbe s'est ensuite entretenue avec la gouverneure du district 90-102 du Rotary Club du Bénin. Les échanges ont porté sur l'autonomisation de la femme. Rufine Lima Kenom au sortir de l'audience. Je viens du Bénin pour visiter les Rotary Clubs du Togo. L'objectif de ma visite, c'est de soutenir les clubs, faire avec eux une revue de leurs actions et voir si leurs actions respectent les objectifs qui leur sont assignés. Et précisément cette année, au Rotary International, nous avons pour thème de servir pour changer les vies. Et ce thème implique pour nous des actions dans le sens de l'autonomisation des filles et des femmes qui sont dans des conditions précaires dans nos communautés. Le Rotary International supporte toutes les actions faites dans les pays dans ce sens et nous venons en appui au gouvernement. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où les députés ont repris le chemin de l'hémicycle depuis hier. C'est dans le cadre c'est la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Memounatou, qui a présidé hier la cérémonie d'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2021. Après avoir témoigné sa gratitude aux différentes personnalités présentes à cette cérémonie, Ibrahima Memounatou a rappelé la lourde tâche qui attend les députés au titre de cette deuxième session. Honorables députés et chers collègues, au titre de cette session, des commissions permanentes ont déjà déposé les rapports d'études de 13 projets de loi. La conférence des présidents, en accord avec le bureau, établira un calendrier d'examen en plénière. Par ailleurs, 10 projets de loi ont été affectés à des commissions pour examen dont nous attendons les rapports. Je nous encourage donc à plus de dévouement afin de continuer à transcender les divergences d'opinion que nous pouvons naturellement avoir et œuvrer pour l'intérêt général. Sachons garder à l'esprit que nous avons l'obligation de maintenir, mieux de relever la performance de notre production législative. J'exprime la satisfaction de la représentation nationale. Chers collègues, l'ordre du jour de notre session dite budgétaire appelle notre sens élevé de sincérité et de responsabilité. Il sera principalement marqué par l'examen et le vote de la loi de finances exercice 2022. Il nous faut explorer des pistes pour doter notre pays d'un budget visant prioritairement
à lutter contre la Covid, tout en soutenant la relance de l'économie et la création de plus d'emplois, gage de la prospérité pour les Togolais et les Togolaises. L'objectif est à la fois de répondre aux besoins urgents d'aujourd'hui et de bâtir la cité à long terme. Dans la même perspective, les ambitions affichées par notre pays en vue de la densification de notre couverture végétale posent des jalons d'une économie agro-industrielle verte et propre. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, le gouvernement togolais entend améliorer encore plus les conditions de travail dans le secteur de l'enseignement et celui de la santé. Une session spéciale du Conseil national du dialogue social s'est tenue en ce sens hier à Lomé. Nathalie Kwaniki. Cette session a rassemblé les différentes centrales syndicales de l'enseignement et de la santé autour des ministres de la fonction publique, de l'économie et des finances et de la santé. Les travaux ont permis aux syndicats présents d'exposer leurs doléances au gouvernement. Dans l'esprit d'une gouvernance concertée, l'État a pris des engagements pour le bien-être des travailleurs de la santé et de l'enseignement. Gilbert Baora, ministre en charge de la fonction publique. La proclamation des résultats du dernier concours de recrutement du personnel médical interviendra au cours de cette semaine sur la base des 688 postes. Toutefois, le gouvernement reste disposé à poursuivre les discussions avec le collectif des syndicats de la santé afin de trouver des solutions à la préoccupation concernant les déficits et les besoins en personnel engendrés par le contexte de crise sanitaire qui fait qu'on a besoin de beaucoup plus de personnel. Dans le secteur de l'éducation, les résultats du dernier concours de recrutement seront également proclamés dans les prochains jours. Il s'agit pour le gouvernement de veiller à ce que les candidats puissent bénéficier de l'imprégnation avant leur affectation et leur déploiement sur le terrain. Des initiatives ont été également prises en faveur des fonctionnaires retraités. Retrouvons le ministre Bawara. Désormais, il y a un nouveau système d'allocation de départ à la retraite qui est instauré et qui équivaut à 3 mois de salaire. Et donc, comme le président s'y était engagé, cette nouvelle allocation prend effet à compter du 1er janvier 2020. Donc, tous ceux qui sont partis à la retraite depuis le 1er janvier 2020 bénéficieront de cette allocation de départ à la retraite. Il faudra encore quelques jours au service du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir prendre les dispositions pratiques pour que les gens puissent commencer à percevoir cette allocation. Du 21 au 22 octobre prochain se tiendra à Canal Olympia de Kakaveli à Lomé l'édition 2021 du Salon Fering. En prélude à l'événement, une conférence de presse s'est tenue hier à Lomé. Le thème retenu pour cette 3e édition est l'innovation et industrialisation, socle d'un développement inclusif et durable. Diverses activités et innovations meublent ce salon. Madame Biléo Donko, présidente de l'association Terreau Fertile. Dans le contenu du Salon Fering, nous aurons des conférences, des ateliers de formation, des talk shows, des expositions, les différentes innovations. En premier lieu, c'est le format du salon qui va être mixte au lieu d'être uniquement virtuel ou d'être en présentiel. Au niveau du concours Tifertile, l'innovation majeure, c'est de pouvoir permettre qu'il y ait un accompagnement beaucoup plus suivi des candidats. Les 10 demi-finalistes vont bénéficier d'un coaching et d'un mentorat sur mesure qui va permettre à chaque candidat de pouvoir se préparer non seulement au concours, mais par la suite de pouvoir s'assurer qu'il effectue bien tous les conseils qui lui ont été prodigués pour la bonne marche et l'évolution de sa structure. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en Guinée, un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen déchu, Alpha Condé, détenu à la prison civile de Conakry, a été libéré hier en début de soirée. Les avocats des détenus affirmaient hier qu'une liste de 119 personnes avait été approuvée après des consultations entre les nouvelles autorités, l'administration pénitentiaire et les avocats. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a achevé hier une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition au Mali. Au terme de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives. La CEDEAO cite notamment la préparation de la liste électorale et le choix du ou des organes devant conduire ces élections. La mission demande aussi aux acteurs sociopolitiques maliens de travailler ensemble dans cette période de transition pour garantir la réussite du processus.
Le statut des réfugiés ivoiriens prend fin en 2022. Une déclaration indiquant l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié a été signée hier entre les gouvernements de la Côte d'Ivoire et des pays ayant accueilli ces réfugiés au cours de ces 20 dernières années. En clair, ces pays estiment que les causes qui avaient poussé ces exilés à fuir leur pays n'existent plus. Ces réfugiés ivoiriens sont encore environ 50 000 dans la sous-région. Les États devraient annoncer cette décision avant le 31 janvier 2022. En République démocratique du Congo, plus de 500 agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont en grève depuis lundi dans la province du Sud Kivu. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales et de travail. Et nous vous le disions en titre, Afghanistan, 3 semaines après avoir pris le pouvoir, les talibans ont dévoilé leur nouveau gouvernement. Ils avaient promis un gouvernement inclusif, mais c'est loin d'être le cas. Edmond Soba nous en parle. Effectivement, après les premières nominations hier, de nombreux Afghans dénoncent un gouvernement de mollahs, pointant aussi l'absence de diversité. Aucune femme et aucune minorité religieuse ou ethnique, note également Andrew Watkins, chercheur de l'ONG International Crisis Group. La nouvelle équipe dirigeante sera conduite par Mohamed Hassan Akoud. Abdul Ghani Barada, le cofondateur des talibans, en sera le numéro 2. Sirajuddin Haqqani est nommé ministre de l'Intérieur. L'homme est connu puisqu'il est à la tête du bras armé du mouvement taliban. C'est l'un des terroristes internationaux les plus recherchés par les États-Unis. Le Mollah Yacoub, le fils du Mollah Omar, est nommé ministre de la Défense. Pour le chercheur de l'ONG International Crisis Group, les talibans ont voulu satisfaire leur propre rang au détriment de la société afghane. La vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan, Victoria Fontane, met, elle, en cause les compétences de ceux qui ont été nommés. Toutefois, le cabinet n'est pas encore au complet et il faut encore attendre la nomination de quelques autres postes clés, tels que la justice et l'économie, pour prendre toute la mesure du nouveau leadership afghan, estime Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS. Ce nouveau gouvernement intérimaire des talibans ne sera-t-il qu'un gouvernement de transition, donc temporaire? C'est ce qu'attend de voir la population afghane. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. En page magazine de cette édition, Santé Plus, partout dans le monde, comme au Togo, coronavirus continue d'engendrer des scènes sinistres de personnes décédées. Les morts Covid peuvent-ils transmettre encore la maladie? Enterre-t-on les cadavres ou on les incinère? Magazine Santé Plus nous éclaire et c'est avec Alice Berthe Baranda. Plusieurs interrogations se posent sur les décès causés par le coronavirus. Les familles sont souvent traumatisées par rapport aux procédures requises pour ensevelir les morts Covid. Les parents ou amis d'une victime s'inquiètent toujours du traitement que subirait son cadavre. Les morts Covid sont-ils traités et enterrés dignement? Quel cérémonial est fait avant l'enterrement? Il nous rassure. Amidou Sani, ingénieur-chef division assainissement de base. Il y a des soucis par rapport au décès des parents Covid. Les gens racontent beaucoup l'enterrement, mais une fois qu'ils sont partis suivre le processus d'enterrement, ils me rappellent et disent non, que c'est bon. Les morts Covid sont bien traités. Ceux qui ont la malchance, ils ont un décès, ils savent ce qui se passe. Monsieur Amidou Sani, dites-nous sincèrement, comment est-ce que vous procédez pour enterrer nos proches qui décèdent du Covid-19? En fait, quand une personne décède dans un centre de santé ou bien dans une maison, il y a des équipes qui nous informent sur le champ et nous prenons les dispositions nécessaires pour entrer en contact avec les parents. On leur dit la procédure, c'est au bout de 12 heures, nous devons enterrer. Que ce soit un musulman, que ce soit un chrétien, on s'accorde sur ça et nous retenons la date d'enterrement. Si c'est un chrétien, on lui dit d'apporter un cercueil. Si c'est un musulman, ça n'a pas besoin de cercueil. Parce que le sac mortuaire qu'on a, ça permet d'isoler la personne. Et quand les parents viennent, ils apportent leur linceul, lequel avec on attache du corps. Et maintenant, on le réfère au centre. Avant ça, il y a une identification du corps qui se fait.
parce que les parents, au moins 10 personnes, passent identifier vraiment c'est leur corps. Pour qu'on n'enterre pas un corps qui n'est pas le vôtre. Et donc ils identifient le corps. Et ici encore, le gouvernement a pris aussi une pompe funèbre qui a respecté les procédures de passation du marché. Donc c'est elle qui est formée et qui maintenant enterre. Donc eux ils viennent, ils prennent le corps et si c'est pour les musulmans, on enterre à Ditikopé et pour les chrétiens, on les enterre à Bekouta. Le virus peut-il continuer de survivre dans les cadavres? Selon les recommandations de l'OMS, les cadavres peuvent toujours contenir les virus dans leurs organes. Il convient donc de prendre des précautions lors de leur manipulation. La prévention et un contrôle hygiénique doivent être continuels. M. Sani précise les précautions qui sont prises pour éviter l'affluence des enterrements ordinaires. À partir de lundi jusqu'à vendredi, samedi soir, dimanche soir, nous enterrons. Les samedi matin, on n'enterre pas parce que c'est l'affluence de tout le monde. Les dimanches, des fois, on ne veut pas. Vendredi aussi, des fois, parce que beaucoup de gens enterrent les vendredis. Pour finir, M. Sani, habituellement, combien de personnes participent-elles à un tel enterrement? 10 à 15 personnes. Ils participent, ils nous suivent jusqu'à l'enterrement. Et ils font les prières. Donc l'enterrement est digne et sécurisé et qu'ils respectent les mesures élémentaires. Soyons donc rassurés, les morts Covid reçoivent l'hommage qu'il leur faut avant d'être inhumés. À mercredi prochain. Sport football éliminatoire mondial 2022, fin mardi de la deuxième journée. Les résultats et classements dans chaque groupe à suivre dans la page. Sur le plan national, la Fédération togolaise de Rose Shoes soutient la lutte contre le coronavirus et le dopage. Un atelier de sensibilisation est prévu en ce sens. Sibi Lawson. C'est en bonne santé que le sportif peut pratiquer son art. La Fédération togolaise de Horse Shoes l'a bien compris et elle organise donc cet atelier de sensibilisation sur le dopage, les mesures barrières et la vaccination contre le Covid-19 le 17 septembre prochain au siège de la Fédération togolaise de cyclisme au stade Omnisport de Lomé. Un exposé sur les techniques du jeu de Horse Shoes avec démonstration est aussi au programme. Le horse shoes ou encore fer de cheval est un sport d'origine américaine. Football fait mardi de la deuxième journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Voici donc les résultats enregistrés. Dans le groupe A, le Burkina Faso a réalisé le nul 1-1 face à l'Algérie. Le Niger est allé battre Djibouti 4-2. Dans ce groupe, l'Algérie et le Burkina tiennent respectivement les deux premières places. Dans le groupe B, la Zambie est tombée 0-2 face à la Tunisie et la Guinée équatoriale a épinglé Mauritanie 1-0. La Tunisie tient la tête de ce groupe suivi de la Zambie. Pour le compte du groupe C, le Nigeria a pris le dessus de 1 sur le Cap-Vert. Centrafrique a perdu 0-1 contre le Libéria. Si le Nigeria est premier de ce groupe, la République centrafricaine ferme la marche. Le groupe D a vu la victoire 1-0 du Malawi sur le Mozambique et celle de la Côte d'Ivoire de 1 sur le Cameroun. Les éléphants sont en tête de ce groupe. Dans le groupe E, alors que Ougandais et Maliens se sont séparés sur le nul et blanc 0-0, Rwandais et Kenyans ont réalisé le nul 1-1. Et ce sont les Maliens qui sont premiers du groupe, suivis du Kenya. Le groupe F a vu pour cette deuxième journée la victoire de la Libye 1-0 sur l'Angola et le nul 1-1 de l'Égypte et du Gabon. La Libye est première et l'Angola quatrième. Pour le compte du groupe G, 1-0 pour l'Éthiopie face au Zimbabwe, idem pour l'Afrique du Sud devant le Ghana. Les Bafana Bafana sont patrons de ce groupe. Pour le groupe H, 3-1 pour le Sénégal contre le Congo et 1-0 pour la Namibie devant le Togo. Le Sénégal est en tête. Dans le groupe I, Guinée-Bissau 4, Soudan 2, Guinée-Maroc est reporté. Pour l'instant, la Guinée-Bissau est en tête. Enfin, dans le groupe J, 3-2 pour la Tanzanie face à Madagascar, puis nul 1-1 entre le Bénin et la RDC. La troisième journée est prévue en octobre. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg